Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet assez important pour le monde du transport, à savoir la décarbonation et même plus précisément comment on va accompagner des transporteurs ou professionnels de la logistique dans la décarbonation de leur flux de marchandises lourds. Et c'est vraiment sur ce deuxième aspect qu'on va faire un focus durant 1 heure en essayant de démêler un petit peu le vrai du faux en donnant les bonnes pratiques de ce qu'est une électrification réussie. Avec Bump, spécialiste de la recharge professionnelle à 360 pour les acteurs du transport et de la logistique, j'ai le plaisir d'avoir 2 autres acteurs majeurs de cet écosystème, en la présence de Renault Trucks, qui est un fabricant connu en véhicules lourds et industriels, et également Segro, qui met à disposition des actifs immobiliers pour les professionnels, encore une fois, du transport et de la logistique. Je vous propose peut-être de faire un rapide tour de table avant de continuer. Donc pour ma part, Tom Lyonnaire, responsable marché chez Bump au niveau justement de la logistique et du transport. Bonjour tout le monde, merci Bump, merci Tom pour l'invitation. Donc moi je suis Benoît Plassat, je travaille dans la division énergie alternative de Renault Trucks France et je m'occupe des infrastructures de recharge en particulier, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi je suis Quentin Liuy, je suis le directeur du développement technique chez Segro France. Je me permettrai de vous présenter rapidement Segro France tout à l'heure, parce que ça sera à mon tour. Avec plaisir. Aujourd'hui, très rapidement, juste le sommaire qui nous attend pour savoir un petit peu comment on va agencer tout ça. L'idée, c'est juste de remettre dans le contexte qu'est-ce que la décarbonation dans le transport. On va faire tout d'abord un premier zoom sur l'électrification DPL avec Renault Trucks. Ensuite, les enjeux de la recharge, où c'est plutôt moi, représentant de Bump, qui va en parler. Et enfin, les entrepôts pour accueillir ces infrastructures de recharge. On gardera à la fin un petit temps de questions-réponses. L'idée, c'est pas forcément d'y répondre au fur et à mesure, mais vous avez un petit chat en bas où vous pouvez poser l'ensemble de vos questions et on a des modératrices qui s'occuperont de les regrouper pour pouvoir derrière y répondre 10-15 minutes à la fin. Bon, tout d'abord, aujourd'hui, il faut savoir que le monde du transport, ça représente à peu près 1/3 des émissions carbone des gaz à effet de serre au niveau de la France. Et dans ce même tiers, vous avez encore 30% qui sont à peu près liés au transport lourd. Pour le déplacement et la mobilité des personnes, décarboner, c'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez utiliser des solutions de transport en commun, parce que vous pouvez utiliser des mobilités douces, à savoir le vélo ou à la rigueur la marche à pied pour les plus petites distances. Quand il s'agit de transporter une marchandise d'un point A à un point B, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup plus de complexité et c'est là où en fait on va intervenir pour montrer qu'il y a quand même des choses qui existent et des possibilités. On a un bon retour d'expérience aujourd'hui grâce aux véhicules utilitaires, notamment dans la livraison du dernier kilomètre, où ça fait plusieurs années que ce segment-là s'électrifie et continue à s'électrifier. Ça veut dire qu'on a pu retirer pas mal de bons tips finalement dans leur électrification et de pouvoir notamment les adapter après au transport lourd, même si certains freins sont différents. Il y a des nouvelles complexités qui apparaissent et c'est ce qu'on va essayer de lever au cours de ce webinaire. Je vais laisser la parole à Benoît, représentant de Renault Trucks, du coup, pour faire un zoom sur l'électrification DPL, pour que tu nous partages un petit peu peut-être la vision que Renault a sur l'électrification, mais également la réalité, parce que si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui, il y a des pôles électriques qui sont déjà à la route. Exactement, merci Tom pour l'introduction. Donc déjà, nous, l'électrification des flottes de véhicules lourds, donc ça s'intègre dans un projet un peu plus global, dans un objectif de décarbonation de l'ensemble des flottes. Vous savez qu'en tant que constructeur, on se doit de pouvoir proposer des solutions et à différents horizons de fonctionnement. Et donc, il y a différentes solutions qui sont possibles, avec des énergies alternatives comme des biocarburants, des carburants synthétiques, de l'hydrogène. Et l'électrique fait partie d'un des axes qu'on travaille beaucoup parce qu'on croit beaucoup que la faisabilité opérationnelle de cette solution technique est à la hauteur des enjeux auxquels on fait face. Donc nous, Renault Trucks, on a aujourd'hui à la gamme, on va dire une large gamme, depuis en gros du transport de marchandises légères. Alors ce qu'on dit légère, nous, c'est 650 kilos, avec des vélos cargo, jusqu'aux 44 tonnes. On met à la route des véhicules lourds depuis 4 ans maintenant, donc on a quand même pas mal de véhicules sur la route, déjà en France notamment, et puis dans toute l'Europe. Et on propose une large gamme d'autonomie, parce que c'est souvent ça qui revient en termes de questionnement vis-à-vis de nos clients, d'autonomie. Alors aujourd'hui, les autonomies des véhicules, selon les gammes,
En gros, c'est 300-500 km pour le fonctionnement. Et demain, vous le voyez dans le scope, on projette d'aller sur des autonomies allant jusqu'à 600 km pour justement de la livraison longue distance, le long haul, ce qui est présenté dans ce slide-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, le dernier né de notre gamme, ce sont les véhicules lourds, ce que j'évoquais tout à l'heure. Notre gamme T, qui embarque donc suffisamment de batterie pour pouvoir faire 500 km par jour. On a même des usages de certains clients qui vont jusqu'à 700 km. Donc, c'est bien au-delà de ce que nous, on imagine et de ce qu'on met sur nos spécifications. Et donc, ces véhicules-là sont les derniers nés des véhicules qu'on met à la route. Il faut savoir que dans le cadre de l'électrification, l'histoire, c'est qu'on a commencé par plutôt de la livraison du dernier kilomètre, par des usages un peu faiblement kilométrés, donc de la benne à ordures ménagères typiquement, ou de la livraison du dernier kilomètre ou du camion frigo. Et ces usages-là, qui sont des usages plus interrégionaux, sont les derniers usages qu'on se met à électrifier pour l'ensemble de nos clients et pour l'ensemble des clients de nos clients. Suivant. Voilà. Alors, en termes de carrossage et en termes de métier, je l'ai évoqué. Aujourd'hui, on a à peu près 30 millions de kilomètres parcourus sur l'ensemble de la flotte Renault Trucks. On a 1600 camions qui tournent dans toute l'Europe, dont à peu près 800, je l'ai évoqué tout à l'heure, déjà en France. Et c'est 30 000 tonnes de CO2 économisées. Alors, en termes d'usage, on a travaillé, ce que je vous ai dit historiquement, beaucoup sur la benne à ordures ménagères, parce que c'est une réalité d'usage et de fonctionnement qui est atteignable. Ça consomme beaucoup un véhicule de benne à ordures ménagères en termes de gasoil. Donc, le bénéfice lié à l'approche carbone et à l'approche économique est déjà une réalité. Et petit à petit, on va de plus en plus d'usages et vous voyez un certain nombre de carrossages et de fonctionnements parce qu'un véhicule industriel, c'est pas que du transport, c'est pas qu'une caisse et 4 roues, 4 ou 6 ou 8 roues. C'est surtout un usage professionnel pour le fonctionnement. Ce que je trouve intéressant avant d'aller plus loin, Benoît, et notamment du coup l'expérience qu'a Renault Trucks aujourd'hui, qui est sûrement l'un des constructeurs qui a le plus mis à la route et fait le plus de kilomètres avec des véhicules électriques. Au-delà de la décarbonation pure, c'est quoi les premiers retours d'expérience que tu peux avoir, notamment au niveau des utilisateurs, conducteurs ou tout l'écosystème du transporteur interne? Alors là, concernant il y a deux approches. La première approche, c'est avant d'utiliser le véhicule. Wow, quelle autonomie, comment on va pouvoir rouler, où est-ce qu'on va se recharger, évidemment, et comment on va pouvoir assurer nos missions et quel uptime on va pouvoir offrir. La deuxième réaction, c'est plutôt on découvre le véhicule, on commence à rouler, et là, les retours de chauffeurs notamment sont assez unanimes. Oui, c'est hyper positif vis-à-vis de l'expérience utilisateur, avec notamment une réduction énorme des vibrations et aussi de la fatigue liée en fin de mission. Ça, c'est un vrai bénéfice pour les chauffeurs. Et le deuxième retour en termes d'utilisation, c'est pas de problème pour le fonctionnement. Par contre, il nous faut des infrastructures et des organisations et de fonctionnement à la hauteur de nos exigences du poids lourd, c'est-à-dire de l'uptime à la hauteur de tout ce qu'on veut. Ok, très clair. Et je crois savoir aussi, parce que c'est vrai que souvent on présente la transition vers le poids lourd électrique, notamment dans des enjeux de décarbonation, qui reste aujourd'hui le point majeur. Mais je crois savoir aussi qu'il y a d'autres effets positifs, et notamment par rapport au volume sonore que vont générer ces camions par rapport à leur équivalence thermique. Oui, tout à fait. En termes de volume sonore, donc c'est ce que je disais par rapport à la fatigue des chauffeurs. Donc ça, c'est par rapport au chauffeur lui-même. Il y a aussi un bénéfice par rapport au monde extérieur du camion, c'est-à-dire au trafic et au bruit généré par ces véhicules-là, qui sont bien moins importants que des véhicules classiques thermiques. Ça nécessite quand même de s'habituer à ça, parce que dans certains usages, notamment des usages citadins, il y a certains chauffeurs qui disent il faut se manifester, entre guillemets, pour que les piétons qui tournent autour des véhicules puissent, identifier le véhicule en tant que tel et puissent trouver le truc. Mais le bénéfice est réel sur ces aspects-là. Ouais, j'en profite pour rebondir là-dessus parce que je sais que Carrefour a témoigné, a partagé un retour d'expérience, notamment par rapport à la période des Jeux Olympiques, qui a beaucoup bouleversé la logistique à Paris, où les tournées de livraison en milieu urbain ont été décalées, donc plutôt sur des horaires nocturnes, minuit, 6 heures pour faire simple. Et le côté volume sonore a été un atout prépondérant dans la réussite de cette transition, parce qu'en fait, quand vous êtes à un thermique, vous êtes arrêté, mais vous laissez
le camion tourner pour pouvoir livrer un magasin, par exemple, ça va générer des nuisances sonores pour l'entourage, pour le voisinage, alors que on a beaucoup moins ça au niveau de l'électrique. Et ça amène à un autre aspect qui est intéressant, ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir repenser un petit peu notre logistique urbaine en décalant dans le futur aussi certaines tournées, en les mettant plus nocturnes pour pouvoir décongestionner les routes au quotidien et éviter, en tout cas réduire, je ne sais pas si on peut dire éviter, mais au moins réduire les bouchons qu'on peut avoir au quotidien, causés notamment par certains de ces camions en livraison. Oui, tout à fait. Alors, on va le voir dans la présentation, mais la partie exploitation d'un véhicule électrique change potentiellement la façon dont on va s'organiser, donc ouvre des perspectives de ce type-là et nécessite potentiellement des réorganisations. Donc, il y a certains flux ou certaines organisations dans lesquelles c'est facile, c'est natif et on peut y arriver. Il y a certains où c'est plus compliqué et je vais présenter notamment l'exemple de l'électrification de notre flux interusine sur lequel je vous expliquerai un peu les enjeux qui ont été mis en œuvre. Pour accompagner tout ça auprès de nos clients, donc Renault Trucks, on a mis en place un accompagnement un peu complet, ce que nous on appelle un accompagnement 360, qui se déroule en 4 phases qui sont présentées dans le slide que vous avez. La première, c'est tout bête, c'est de comprendre et d'analyser un petit peu le métier de nos clients et leurs besoins. Ça paraît bête, mais c'est souvent un préalable très important. On passe d'un monde où on vendait entre guillemets des véhicules professionnels à un usage. Et là, on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de comment le client l'exploite et comment il opère finalement son flux et qu'est-ce qu'il met en place. La deuxième, c'est faire un diagnostic, notamment un diagnostic des sites immobiliers. Donc, on en reparlera avec ce gros de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est possible, d'où à où je vais, etc. et comment je fonctionne. Quelles sont les capacités électriques de chacun des sites. La troisième étape, c'est de concevoir finalement la solution, qui est finalement que le cahier des charges, qui est la résultante de tout ça, où on identifie quel véhicule on va mettre à la route. Donc, sur la partie poids lourd, on va mettre la quantité de batterie nécessaire et pas forcément la maximale disponible. Ça sert à rien de transporter de la batterie de façon pure. On va dimensionner les infrastructures de recharge et on va dimensionner également, accompagner le client dans comment il va mettre en route et comment il va exploiter ses véhicules. Ça fait partie de l'accompagnement qu'on met en œuvre. Et la quatrième partie, qui est souvent une partie un peu clé pour le renouvellement et pour l'expérience client, c'est la mise en opération. Et donc, on accompagne nos clients pendant les premiers mois d'exploitation pour, s'assurer que ça fonctionne bien, que le client soit satisfait. 2, qu'il soit satisfait vis-à-vis des usages. Et 3, ça nous permet aussi à nous de comprendre et de pouvoir faire bénéficier ça auprès de l'ensemble de nos clients pour mieux accompagner les électrifications de demain. Donc, c'est vraiment une vision d'ensemble qu'on propose dans le cadre de ce sujet. Je pense qu'il est intéressant à souligner dans ce que tu viens de dire, c'est quand même que vous restez quand même le premier point de contact auprès du transporteur, de logisticien pour l'accompagner dans l'identification, et je parle bien d'identification au début, des tournées électrifiées. Il faut être rationnel aujourd'hui. Toutes les tournées ne sont pas électrifiables. Certaines sont plus propices que d'autres. Souvent, je pense qu'il y a beaucoup de transporteurs qui vont faire l'erreur de vouloir électrifier des petites tournées dans le sens où un des freins principaux est l'autonomie, alors que finalement, vu que les coûts d'acquisition d'un camion électrique sont plus élevés, sensiblement plus élevés que son équivalence thermique, il va falloir en fait récupérer ça sur la partie énergie, donc qui va être électrique dans notre cas, versus diesel. Mais plus on va le faire tourner, du coup, plus on va consommer de l'électricité au lieu du diesel. Donc plus, en fait, on peut avoir un amortissement. Donc il y a cette notion de consommation qui est super importante. Alors la vraie bascule, elle est souvent sur des cas d'usage simples, parce qu'au départ, on commence sur des flux simples pour aussi se rassurer. Et c'est toute la partie suivi et mise en opération sur laquelle on accompagne et on essaye de pousser jusqu'au maximum des limites d'exploitation du camion. Et souvent, on se rend compte que on dimensionne dans un usage et puis finalement, on pourrait un peu étendre dans un cas comme dans l'autre. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on dimensionne des camions pour faire aujourd'hui 500 km par jour. On a certains clients qui le font, malgré nous, finalement, jusqu'à 700 km. Donc, c'est plutôt positif. Ça nous échappe, entre guillemets. Mais c'est plutôt une belle chose et c'est une belle leçon aussi pour nous de pouvoir pousser jusqu'aux limites et puis pouvoir montrer aussi à tout le monde ce qui est possible de ce qui n'est pas possible. Mais du coup, en termes de réalité, tu as un vrai écart type un peu cible à trouver pour que ça soit viable économiquement et opérationnellement, comme tu dis, sans forcément avoir besoin de Exactement. Et le sujet clé, c'est le sujet du TCO, donc le coût total de détention du véhicule, qui est dans le cadre du véhicule électrique un sujet et dans le cadre de nos clients, un sujet essentiel pour rendre ça possible et pour pouvoir le proposer auprès de nos clients.
Voilà, donc le TCO, il est présenté ici. Je vous en présente une approche en fonction du coût de l'électricité. Alors, c'est une approche qui a été faite sur un tracteur T4.2. Alors, pour les aficionados du tracteur, c'est un tracteur avec un semi-remorque. Et comparativement avec un véhicule, son équivalent en gasoil, sur une hypothèse que vous voyez de 80 000 km par an et sur une durée de contrat d'entretien de 8 ans. L'hypothèse pour nous, c'est de se dire à quel moment et quelle est l'équation qui fait que sa rentabilité elle est opérée au regard du coût de l'électricité. Donc le sujet du coût de l'électricité, c'est un sujet majeur. On ne sait pas s'engager sur des coûts de l'électricité très longs aujourd'hui en termes de contrat. Par contre, on sait essayer de trouver l'équation avec le client de la meilleure adéquation vis-à-vis de ses besoins et vis-à-vis de comment il va le vendre auprès de son client final. Et donc, ça fait partie des équations qu'on met en œuvre sur l'accompagnement 360. Voilà. Un des derniers points que je voulais présenter avec vous, c'est effectivement le développement des infrastructures de recherche publique. Donc aujourd'hui, vous le savez ou vous le savez pas, il y a une réglementation européenne et qui s'applique en droit français qui impose aux États de développer et d'offrir des solutions de recharge pour les poids lourds donc en France et sur le réseau TEN-T, donc sur le réseau majeur autoroutier et secondaire. La réalité, c'est que la première échéance, elle est 2026, là, 31 décembre 2026. La réalité, c'est que nous, on référence l'ensemble des projets et on a besoin de toujours avoir un appui des pouvoirs publics pour pouvoir être au niveau de ce qu'on veut faire. Alors, c'est mon expression favorite, hein, c'est l'œuf et la poule sur le sujet. Il n'y a pas encore assez de camions pour que certains acteurs se positionnent. Il y a encore trop peu d'infrastructures de recharge pour que les acteurs investissent dans les véhicules électriques, pour certains. Mais en tous les cas, on a besoin de continuer d'avancer sur ce sujet et de pouvoir permettre de faire la chose. Un point important quand même, c'est que dans la projection entre la recharge au dépôt et la recharge sur zone publique, la répartition, elle n'est pas linéaire selon les usages. Bon, la valeur moyenne, débat d'experts là-dessus, hein, mais globalement, c'est entre 70 et 80% des usages de recharge qui se font au dépôt des clients, alors que ce soit à destination ou au départ, etc., pendant la nuit, et entre 20 et 30% de recharges qui se feront sur zone publique. Donc, ces valeurs-là seront évidemment à challenger au regard des infras et du développement de comment ça se fera au cours du temps. Qui va continuer d'augmenter. On voit quand même pas mal de projets aujourd'hui qui sont en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que pour un transporteur, un logisticien, il a quand même intérêt de maîtriser une partie de sa recharge, surtout le flux de transport qu'il peut avoir, notamment en termes de timing, quand il a besoin de la borne, etc., mais aussi également en termes de contrôle du TCO, comme tu disais. Alors, on parlera un peu plus après sur la recharge, mais plus il va être à l'origine d'un projet de recharge, plus facilement il va pouvoir optimiser, en tout cas, gérer ce coût recharge, infrastructure électricité comprise. Et un dernier point que je voulais évoquer ici, c'était effectivement le développement de flux électriques. Donc, c'est un exemple qu'on s'est appliqué à nous-mêmes, entre guillemets. Donc, c'est dans le cadre de nos flux inter-usines entre notre usine de Saint-Priest et notre usine de Bourg-en-Bresse pour fabriquer nos propres camions. Donc, c'est un flux qui est assez tendu au sens fonctionnement parce qu'il est en just-in-time. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock ni d'un côté ni de l'autre. Et donc, il y a beaucoup de synchronisation à faire. Et ça a été une mise en œuvre qui a été faite en juin dernier. Je crois qu'il y a eu les premiers camions qui ont commencé à rouler. Ce sont 5 véhicules. Et pour pouvoir réaliser cela, on a dû mettre autour de la table beaucoup de gens. On s'est rendu compte, on a beaucoup appris de toutes les personnes qui devaient être mis en œuvre. Donc, chez nous, il y avait les acheteurs qui achetaient des flux. Il y avait le service immobilier qui opérait les flux, etc. Et on va en parler avec ce gros. C'est hyper important de pouvoir les impliquer et de savoir jusqu'où ils peuvent aller et ce qu'ils sont en mesure de proposer en termes de foncier, en termes d'organisation. Il y avait les services de production, donc nos usines à nous, de comment ils pouvaient fonctionner. Il y avait les transporteurs qui étaient incriminés. Et puis, il y avait le fabricant, nous, en tant que constructeurs, de pouvoir proposer une solution qui soit à la mesure. Et donc, en mettant tout ça autour de la table et en essayant de discuter, on a réussi à mettre en place un flux où les véhicules font 2 fois 180 km, je crois, par jour et font des allers-retours avec une recharge intermédiaire. Donc, ça impose à tous ces acteurs-là de pouvoir être impliqués dans ce projet-là pour pouvoir, dès l'achat du flux, pouvoir être en conscience qu'on va acheter un flux électrique et qu'en termes opérationnels, on puisse comprendre les enjeux qu'il y a derrière et qu'on puisse faire en conscience en tous les cas. C'est un beau succès dont on est assez fiers chez nous d'avoir été capable de mettre en place ces infrastructures-là entre nos usines et on va continuer à le développer. Donc c'est en cours pour le reste des flux entre nos usines.
Je pense que c'est une belle conclusion sur la partie transport. On parle beaucoup à travers ce webinaire d'un nouveau écosystème à créer, parce que clairement l'électrique c'est ça, avec plusieurs acteurs qui doivent travailler main dans la main pour rendre finalement l'électrification d'un point de vue transporteur en un succès. Mais il y a aussi tout un écosystème interne à embarquer, ce qui est peut-être différent aujourd'hui du thermique, qui est beaucoup plus huilé, si je puis dire, où là il y a beaucoup plus de parties prenantes qui vont devoir retravailler chacun à leur niveau pour apporter la brique qui va permettre ce just-in-time et ces livraisons électriques. La clé pour nous, c'est la collaboration, d'arriver à mettre tout le monde autour de la table, parce qu'on ne peut pas fonctionner chacun cloisonné, comme tu l'expliques. Et donc, on a besoin collectivement de pouvoir s'aider, de pouvoir discuter. Donc, on discute avec beaucoup de nouveaux acteurs, et ça fait partie de tout ce qu'on met en place pour l'électrification. Donc, intégrer beaucoup de parties prenantes externes ou internes. Merci Benoît pour cette présentation sur la partie poids lourd. Bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Qui dit poids lourd électrique dit infrastructure de recharge. Je pense que c'est en ça où il y a une vraie différence aujourd'hui quand on passe d'un monde thermique à un monde électrique. On sait que le monde thermique, ça fait 50 ans qu'il est ajusté, perfectionné, mais que ça fonctionne et que ça roule au niveau de la logistique et du transport. Là, dans le monde thermique, déjà, il y a une première différence, c'est que à mon sens, aujourd'hui, il y a assez peu de transporteurs qui ont des infrastructures type essence sur leur site, alors que demain, la majorité, voire peut-être 90%, vont avoir des infrastructures de recharge. Donc déjà, il y a quelque chose de différenciant par rapport à ça, et c'est savoir un petit peu l'appréhender. Si je commence du début, finalement, je vais partir de ce qu'a dit Benoît. On va prendre les études qui ont été faites par un constructeur type Renault Trucks pour comprendre demain comment modéliser la tournée. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ? Merci beaucoup. C'est super important parce que ça, c'est ce qu'on appelle les besoins opérationnels, la logique opérationnelle. Demain, on n'a pas besoin de mettre la borne la plus puissante si on a 10 heures de temps de recharge. Et la borne, plus elle va être puissante, plus elle va devoir délivrer un nombre de kilowattheures important parce que plus elle coûte cher, donc plus il faudra réussir à l'amortir. Nous, ce qu'on essaie de faire dans cette projection-là, on essaie de faire des analyses d'électrification, donc par rapport au potentiel qui aura été déterminé par un constructeur sur l'électrification de la flotte, et de dire demain, à terme, si tout le site ou les 80% de la flotte qui est jugée à date électrifiable est électrifié, voilà quel est le meilleur modèle IRVE. Donc IRVE, je rappelle ce que ça veut dire, infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Finalement, c'est toute votre infrastructure de recharge. Je vais supprimer un dogme que beaucoup ont aujourd'hui. Un camion n'équivaut pas à un point de charge forcément. Un point de charge peut servir à plusieurs camions et c'est super important parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on va optimiser son TCO recharge et son infrastructure. Donc, vous avez un petit exemple là, mais c'est pour dire que demain, en fait, avec 25 tournées à électrifier, on va savoir qu'à horizon 2035, finalement, il y aura besoin de X points de charge, de telle puissance pour pouvoir assurer l'opérationnel. On va prendre forcément d'autres paramètres en compte. Comment vous projetez votre vitesse d'électrification et également, techniquement, comment le site est conçu. Parce que ça nous permet de faire certaines choses ou non en fonction des puissances, etc. Ce qui a son importance. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet de l'électrification des pots, donc sur un projet un peu plus opérationnel, pour nous, il y a 3 challenges qu'on identifie. La première, c'est la maîtrise du TCO. On sait qu'au-dessus de 40 centimes d'euros hors taxe, je parle bien pour le transport lourd, il n'y a pas de viabilité économique. Aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que les stations de recharge publique pour le PL, c'est à peu près les prix qui sont pratiqués. Ça ne veut pas dire, on voit de toute façon avec l'étude qu'a présenté Benoît tout à l'heure, que sur certains transports, ce coût ne doit pas être réduit. Moi, je pars du principe qu'à 30 centimes, c'est généralement le bon créneau, le bon chiffre à atteindre. Derrière, on va voir après tout ce qu'on peut faire en termes d'infrastructure pour pouvoir calibrer ça. La deuxième chose importante, c'est la continuité de service. Votre camion, s'il ne recharge pas, vous ne pourrez pas l'exploiter le lendemain. Et si vous pouvez l'exploiter, c'est de la perte d'argent. Donc, il faut avoir une infrastructure toujours en état de fonctionner parce qu'on répond, encore une fois, à des enjeux de recharge critiques. La dernière chose, c'est finalement s'intégrer aux opérations. Aujourd'hui, c'est des process supply qui vont être changés. Donc, il faut que les opérationnels, on puisse au maximum automatiser ça, les intégrer dans leurs outils pour qu'ils perdent le moins de temps possible. Parce que comme on sait, chaque minute perdue dans la logistique, c'est de l'argent perdu. Et finalement, on revient toujours aux mêmes logiques de TCO et du coup, au kilomètre final. Sur la partie TCO, aujourd'hui, comment on va optimiser le TCO d'un projet recharge dans sa globalité sur un site? Première chose, c'est forcément l'infrastructure. Moins l'infrastructure coûte cher, plus derrière, on aura un prix au kilowattheure qui sera intéressant si je l'inclus dedans. Alors, il va y avoir des notions
Technique, comment je vais gérer mon arrivée de puissance? Est-ce que je vais repartir de votre tableau général électrique? Est-ce que je vais créer un nouveau point de livraison qui va coûter peut-être plus cher à l'achat? Mais si le tableau général électrique est très très loin de la zone à électrifier, ça veut dire qu'il y aura plus de génie électrique, donc sous-entendu des câbles, plus de câbles à tirer, peut-être plus gros, plus de génie civil, donc plus de tranchées à réaliser. Donc c'est vraiment une équation économique où il n'y a pas de vérité au début du projet, mais qu'il faut étudier. Parce que vous avez aussi la puissance nécessaire qui va permettre à terme d'avoir la bonne quantité d'énergie à délivrer au niveau des bornes. Il va y avoir aussi des logiques de foisonnement. Vous pouvez avoir, par exemple, 8 bornes de 100 kVA. C'est pas pour ça que qu'elles vont fonctionner en même temps et que vous aurez besoin de 800 kVA en même temps. Donc, à partir de ce moment-là, va peut-être réduire la taille des câbles pour finalement réduire, encore une fois, ce côté génie électrique. On peut économiser jusqu'à 30% quand même sur cette partie, ce qui est non neutre. Et la dernière chose, je l'ai un petit peu dit, mais c'est le type de borne. Je vois encore une fois beaucoup de transporteurs qui viennent me voir en voulant mettre la borne la plus rapide. Il n'y a aucun intérêt à mettre une borne trop rapide. On peut aller de 1 à 20 dans les coefficients de coût d'une borne. Donc, si elle est si elle est à haute puissance, ça veut dire qu'encore une fois, elle va devoir délivrer un nombre de kilowattheures beaucoup plus important. Et c'est vraiment ça qu'on va étudier pour pouvoir finalement à terme arriver au bon TCO. Sur l'arrivée de puissance, il y a toujours une logique aussi qu'on essaie de vous accompagner. Est-ce que je la surdimensionne ou pas, notamment si je crée un nouveau point de livraison? Nous, on va vous montrer un petit peu les bénéfices à long terme, parce que si vous avez une stratégie plutôt de limiter le risque et que vous allez vraiment répondre à votre besoin instantané, ça veut dire que peut-être dans 2 ans, vous ne pourrez plus rajouter de nouveaux points de charge. Et là, il faudra créer une nouvelle arrivée de puissance, ce qui va, vous allez payer 2 fois finalement. Ou est-ce que j'investis un petit peu pour pouvoir tout de suite avoir cette capacité d'énergie disponible et pouvoir dupliquer mon infrastructure de recharge? C'est vous qui aurez la bonne décision, mais par contre, on va vous mettre en avant les différences économiques par rapport à ça. La deuxième partie qui est super importante, c'est l'approche électrique. Encore une fois, dans votre modèle thermique d'aujourd'hui, je pense que le coût du carburant n'est pas une des composantes principales dans, on va dire, un facteur différenciant, sur l'approche de vente du transport. Vous avez dans des périmètres plus ou moins proches un coût diesel, par exemple, assez similaire. Demain, la réalité sur l'électrique, elle est totalement différente. Vous allez avoir des transporteurs qui vont avoir des coûts au kilowattheure beaucoup plus intéressants. Quand je dis au kilowattheure, je parle vraiment de la facture énergétique. Notamment, je prends l'exemple d'un frigoriste. Un frigoriste, par ses activités de nature, il va avoir des contrats beaucoup mieux négociés qu'un transporteur logistique simple. Est-ce que demain, le contrat d'énergie que vous avez sur votre bâtiment est celui qui correspond aux usages électriques? C'est pas forcément le cas, parce que sur un bâtiment, vous avez une sorte de continuité d'usage, alors que sur des bornes électriques, on va avoir peut-être beaucoup de puissance sur un temps très réduit. Et du coup, il va y avoir plusieurs stratégies par rapport à ça. Est-ce que je prends un contrat finalement sur un kilowattheure fixe? Est-ce que je prends un contrat heure pleine, heure creuse? Voire même aujourd'hui, on y va sur des systèmes où on va acheter l'électricité au prix spot. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'on peut réaliser des économies jusqu'à 30% là-dessus. C'est pas adapté à tous les usages, mais ça peut l'être dans certains cas. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que ça va potentiellement jouer sur l'infrastructure et sur son TCO. Les dernières choses, c'est tout ce qui est stockage et PV. Ça peut être des solutions, PV photovoltaïque, ça peut être des solutions qui permettent finalement de réduire le coût kilowattheure. Dans tous les cas, ça peut, à minima, permettre, quand on est un peu réduit en termes de puissance, finalement, de pouvoir avoir un peu plus de capacité lorsqu'on a besoin à renvoyer au niveau des camions. Le dernier sujet, c'est toujours les coûts d'exploitation. Alors, je vais tuer un deuxième dogmatisme, c'est aujourd'hui, une borne n'est pas une prise. Une borne, c'est une machine avec son lot de problématiques qui peut être liées à de la connectivité, qui peut être liée à des composants de la borne intrinsèque, qui peut être liée à un disjoncteur. Et par rapport à ça, c'est super important que vous vous assurez d'avoir un contrat avec l'opérateur intégrateur que vous allez sélectionner qui va prendre en compte tous ces coûts-là. Parce que demain, il y a un grand sujet sur quelle est la durée d'amortissement d'une borne. Alors, vous écoutez un fabricant, il vous dira, elle dure 10 ans. Personne ne garantit aujourd'hui ces bornes 10 ans. Même pour nous, en tant qu'intégrateur opérateur, c'est assez dur de savoir quelle est la vraie durée d'amortissement d'une borne, et ça va aussi dépendre de la consommation qu'elle a. Mais si demain, vous faites un amortissement sur 8 ans et que finalement, au bout de 5 ans, la borne tombe en rade et que vous allez devoir la remplacer, votre TCO n'est plus du tout le même. Et là, pour le coup, c'est vous qui allez porter les risques financiers. C'est pour ça que nous, par exemple, par rapport à ça, on va déployer 3 modèles financiers. Donc, vous avez le choix d'investir dans votre projet infrastructure et derrière, on va greffer un contrat d'exploitation qui va prendre en compte tout ça et qui va être fixe pour, encore une fois, toujours maîtriser votre TCO. Ou alors, vous allez plutôt voir la recharge comme un service. Et à ce moment-là, on va mettre à disposition sur votre site une infrastructure de recharge où vous allez payer finalement un coût kilowattheure, mais un peu ce que vous connaissez aujourd'hui sur une station essence avec un coût au litre, où là, tout le service va être inclus dedans et vous ne portez plus le risque d'amortissement, de problématiques au niveau de l'infrastructure. Et ça, on va pouvoir le calculer facilement
avec les études qu'ont fait Renault Trucks, notamment par rapport au nombre de kilomètres que vous allez réaliser. Le deuxième point, c'est la continuité de service. Pour moi, c'est un point qui est phare et on a vu beaucoup de... Enfin, en tout cas, au niveau de Bump, on a beaucoup appris sur ça, sur la logistique du dernier kilomètre, l'environnement dans lequel on vient. Aujourd'hui, on parle de taux de disponibilité. Le taux de disponibilité, c'est quoi? C'est le fait qu'une bande soit en état de lancer une charge, ou alors qu'elle lance une charge, finalement qu'elle fonctionne, pour abréger. Le taux de disponibilité moyen en France, aujourd'hui, c'est un chiffre qui est donné par GREV, il est à peu près de 75%. Ça veut dire que vous avez une bande sur 4 qui ne fonctionne pas. Pour faire simple, ça veut dire que demain, vous avez un jour sur 4 où vous n'allez pas pouvoir forcément exploiter. Je vous laisse le remettre dans vos logiques de transport. C'est quelque chose qui ne sera pas possible. Donc, il y a tout un aspect et différents niveaux de maintenance qui vont permettre d'augmenter ce taux de disponibilité-là, et notamment par de la maintenance prédictive, des algorithmes qui vont être faits de prédiction de panne. Hein. On a des ingénieurs qui font ça à temps plein, notamment par rapport à des analyses de paramètres chaque soir de la borne qui va permettre d'évaluer les centaines de paramètres, voir si c'est bien réglé et autres. Et après aussi, par des temps de résolution, parce qu'une problématique peut quand même arriver, et c'est à partir de ça qu'il faut pouvoir réagir rapidement. Alors, il y a quand même une chose à savoir, c'est qu'il y a énormément de problématiques qui vont se résoudre à distance. Donc le soft, l'opérateur qui est derrière, le soft qui va mettre en place et sa connaissance des bornes va permettre fortement de maximiser ça. Chez Bump, nous, par exemple, on est capable de s'engager à 98% avec des pénalités. C'est bien parce que derrière, on a réussi à construire cet écosystème. Néanmoins, il peut y avoir certaines choses où vous allez devoir avoir une intervention physique. Et à partir de ce moment-là, c'est important d'avoir des SLA en termes de temps d'intervention et de temps surtout de résolution, où on va avoir un technicien, mais qui va savoir quoi faire, qui va avoir la bonne pièce et qui va permettre de résoudre la panne. C'est différent d'avoir une borne qui est out de 8h à 18h si on a besoin de l'utiliser à 20h le soir, qu'une borne qui va être hors service pendant 4 jours d'affilée et qui ne va pas du tout permettre la même continuité d'activité. Et la dernière chose, c'est quand même d'être alerté en temps réel, parce que plus vous êtes alerté tôt, plus on va vous envoyer une alerte que la charge n'a pas, en tout cas, été à son terme, plus vous allez pouvoir trouver des solutions alternatives pour pouvoir répondre à votre besoin d'exploitation et pas arriver le matin devant le camion quand il faut les brancher et dire finalement j'ai que 20%, ça va pas le faire. La dernière chose sur laquelle je veux vous emmener, c'est sur toutes ces notions de supervision. Alors je sais que quand on part sur un véhicule, c'est compliqué d'imaginer vraiment quel va être l'impact de la supervision dans mes opérations. Néanmoins, il faut quand même que vous ayez une vision que vous allez aller assez durablement dans le transport électrifié et qu'à terme, vous allez avoir plusieurs camions. Et il y a deux choses qui vont être importantes de monitorer. Un, tout ce qui est le pilotage de vos bornes, donc de remontrer le nombre de kilowattheures, quel a été le coût électricité par rapport à ce qu'elles ont consommé, savoir s'il y a des chargeurs qui ont toujours la bonne puissance de recharge ou s'ils commencent à diminuer. Mais vous avez aussi tout l'aspect de traquer les flux de votre flotte. Et les flux de votre flotte, aujourd'hui, ils vont peut-être être sur dépôt, mais demain, ils seront probablement aussi chez un tiers. Tu parlais tout à l'heure, Benoît, d'un chargeur, par exemple, ou d'un industriel même. Et ils peuvent même en itinérance. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agréger tout ce flux de données-là pour pouvoir permettre que demain, vous ayez par immatriculation, souvent, c'est comme ça que c'est analysé, l'ensemble des flux recharge, quel que soit le lieu, et avoir un coût synthétisé au kilowattheure, qui restera encore une fois le nerf de la guerre. La dernière chose que je dirais, c'est que si on a des contrats, notamment d'énergie ou des plans de transport qui sont dynamiques, c'est-à-dire le camion ne fait pas les mêmes horaires de tournée tous les jours, ça va être super important de l'interconnecter avec nos outils de recharge, parce que si on sait qu'un camion arrive à 18h et qu'il doit repartir à 4h du matin, on va optimiser par rapport au temps de recharge qu'on a besoin pour le recharger complètement. On va le lier au contrat d'électricité et recharger sur les bonnes heures. C'est sûr que si vous payez moins cher en heures creuses, il faut essayer de favoriser au maximum la recharge. Alors, c'est des choses qui sont faciles comme ça, mais sur des plans connectés à des plans de transport, gérer de la recharge dynamique, c'est beaucoup plus complexe et c'est ces outils de supervision qui va vous permettre tout ça. On a parlé recharge, on a parlé juste avant camion. La logique étant de dire on a besoin de lieux pour pouvoir placer ces bornes de recharge. Et là, je laisse la parole à Quentin en tant que spécialiste d'actifs immobiliers logistiques. Merci Tom et merci de m'avoir invité à cet événement pour partager la vision d'un propriétaire sur le sujet de l'électrification. Alors, une présentation très rapide de Segro France. Segro, on est leader européen sur l'immobilier logistique et industriel. Nos actifs sont principalement basés dans des zones urbaines et périurbaines. Et aujourd'hui, on a un portefeuille qui représente à peu près 1,8 million de mètres carrés. Le portefeuille est composé principalement d'assets, d'immobilier logistique et de parcs d'activités, mais
aussi d'hôtels logistiques, donc des bâtiments, je veux dire, d'activités et logistiques à étage, intramuros et dans les grandes villes. Voilà, qu'est-ce que c'est gros, comment on utilise nos produits, donc, nos immobiliers, nos bâtiments dans la gestion quotidienne, parce que c'est gros est aussi une foncière et on gère nous-mêmes en propre nos bâtiments. Donc, l'électrification, pour nous, on l'a abordé depuis 5-6 ans en phase test avec notamment Bump sur 1 ou 2 sites. Mais dès le départ, on a voulu accrocher ce sujet-là comme une offre de service et pas un simple équipement qu'on aurait doté comme un candélabre, comme un portail dans un bâtiment. Et pourquoi cette question qu'on s'est posée et la philosophie qu'on s'est donnée, c'est que on sent et on est persuadé que l'électrification, les bornes de recharge deviennent un enjeu majeur pour accompagner nos clients, nos utilisateurs dans sa transition écologique de décarbonation, aussi bien de son process, mais aussi pour accompagner ses utilisateurs, ses employés dans cette démarche-là, parce que ça fait aussi partie d'un enjeu social, sociétal et voire fiscal. Parce que lorsque l'employé de l'entreprise va venir travailler sur son lieu de travail, avec l'évolution technologique et puis les mœurs et l'arrivée de plus en plus de véhicules hybrides ou 100% électriques, l'employeur avoir la disposition, avoir la disponibilité, mais aussi l'opportunité de mettre en place, d'offrir la charge, la borne de recharge à son employé, facilite grandement et peut aussi je dirais, augmenter la rétention de son staff. Un des points majeurs aussi, pardon, Tom, non, je t'en prie. de la réussite de cette électrification, c'est bien connaître son patrimoine immobilier, parce que il faut discuter avec ses locataires, avec ses utilisateurs pour savoir où poser les bornes. Est-ce que son client préfère avoir des bornes plutôt proches de l'entrée du bâtiment parce que c'est là où il va avoir le plus d'utilisation liée à son personnel, liée à ses visiteurs, ses clients, ou il préfère avoir des bornes plutôt du côté à l'arrière du bâtiment, plutôt côté quai, côté process, parce que c'est plus une utilisation liée à sa supply chain. Et donc, connaître son bâtiment, connaître son patrimoine, c'est aussi faire un bilan de puissance électrique, voir quelle est sa disponibilité, quelle est la quantité d'énergie et la disponibilité de la puissance électrique dont le bâtiment dispose, pour pouvoir anticiper sur les travaux, comme l'avait dit Tom 2 ou 3 slides auparavant, et aborder cela comme un projet global, en limitant au maximum les aléas qui peuvent finalement coûter assez cher. Je trouve très intéressant ce que tu dis, et pour avoir vécu sur plusieurs sujets opérationnels, d'inclure le côté propriétaire dans la discussion qui arrive forcément à un moment donné. C'est très important d'avoir justement ce côté actif immobilier, la personne qui en est propriétaire, comme partie prenante du projet qui vous accompagne. Vous l'avez déjà fait, c'est gros, déjà dans une démarche d'équipement des parkings VEL, comme tu l'expliquais. Vous êtes en train de le faire aussi, en tout cas en écoute avec les besoins remontés par vos locataires sur la partie un peu plus VUL et poids lourd. Et en fait, il y a forcément un moment donné où il y a des éléments, des connaissances techniques, des connaissances même assurantielles, on va en parler juste après, qui vont émaner finalement de cette partie-là. Et si vous avez demain un loueur qui va finalement être partie prenante de ce projet-là, ça va pas être du tout le même temps en termes de déploiement et les mêmes possibilités de réussite, voire d'optimisation technique qu'on peut réaliser sur le site. Je parlais d'assurance. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de problématiques liées à ça. Pourquoi ? Il n'y a pas forcément de vrai cahier des charges qui a été établi, pas de normes gouvernementales par rapport à la recharge. Forcément, quand il n'y a pas de normes, les assureurs se chargent d'en dresser. Comment tu évalues un peu ça ? Parce que je sais qu'il y a des clients qui peuvent avoir besoin de mettre à 10 mètres du bâtiment ou autre. Comment vous apprenez ce sujet-là chez Seco ? Alors, c'est vrai que la discussion avec les assureurs a duré très, très longtemps. Énormément de discussions avec eux pour l'implantation physique des bornes. On n'a pas réellement de normes. Par contre, on a beaucoup de recommandations de la part de notre assureur. Il nous recommande
je dirais, la situation la plus saine et plus, je dirais, sécurisante pour elle, c'est-à-dire un retrait de 10 mètres de la façade, ce qui est parfois possible et ce qui est parfois pas possible lié à l'utilisation du bâtiment et des bornes électriques, mais aussi du besoin de notre client. Et dans ce cas-là, on discute avec eux, avec l'assureur, avec le client, parce qu'il y a aussi l'assureur du client, pour trouver un terrain d'entente. Et effectivement, ça nous arrive aussi d'implanter des bornes carrément sur la façade. Mais derrière ça, on a trouvé des solutions techniques pour limiter au maximum le risque de propagation du feu. Ouais, c'est très important d'avoir cette expérience-là et encore une fois d'avoir, on va dire, un acteur de poids qui est capable d'aller négocier et discuter avec ses assureurs qui sont pas forcément toujours la cible la plus facile à pousser dans un endroit ou dans une direction plutôt qu'une autre. Et plus on le fait dès le début, plus c'est facile après de pouvoir électrifier correctement. Et si je peux ajouter les enjeux majeurs de cette électrification, au-delà de l'assureur, on a aussi de nouveau de plus en plus les recommandations de la BSPP lorsqu'on est sur Paris, mais sinon des pompiers, parce que ce sont quand même des produits assez nouveaux dont ils appréhendent l'arrivée sur le marché aussi bien des bornes, mais aussi pour vous, par exemple, Benoît, chez Renault, la batterie, lorsque les véhicules électriques prennent feu, comment ils attaquent le sujet? Est-ce qu'ils les laissent faire, ils laissent brûler ou ils interviennent quand même? Et donc, tous ces sujets-là, ce sont des sujets que nous discutons énormément avec les instances publiques pour trouver des solutions et continuer à développer, déployer cette offre de services de décarbonation que nous accompagnons nos clients. Super. Ensuite, anticiper les besoins, comme on l'avait dit tout à l'heure, principalement pour nous, c'est un enjeu majeur, c'est une opportunité aussi, et avant tout, de pouvoir décarboner l'ensemble du process de nos clients, mais nous aussi, côté Segro et propriétaires, l'opportunité de nous d'accompagner nos clients dans cette décarbonation, dans ce processus de décarbonation. Et donc, un des enjeux et une des législations qui va arriver et qui est déjà là dans certaines grandes villes, c'est la ZFE, donc zone à faible émission, qui va interdire, il commence déjà à limiter pas mal la possibilité pour des véhicules thermiques de rentrer dans les grandes villes. Et donc, le fait de pouvoir offrir ce service-là, d'accompagner nos clients, d'électrifier leurs véhicules, permet, eux, de continuer leur business dans les grandes villes et donc de livrer dans les grandes villes leurs marchandises. Et la mobilité, cette fois-ci, je me tourne plutôt à faire la mobilité pour les employés, cette mobilité-là qui leur offre la possibilité de venir recharger leur véhicule personnel lorsqu'ils sont en hybride ou 100% électrique, et puis pouvoir repartir aussi chez eux avec un véhicule totalement rechargé. Et cela, nous accompagnons aussi dans l'offre de services la partie, je dirais, fiscale, puisqu'il ne faut pas que cette possibilité de se recharger pour un employé dans une entreprise ne soit assimilée à un avantage en nature. Et donc, comment, je dirais, rentrer, être conforme dans cette législation avec les instances RH de nos clients et travailler ainsi sur cette proposition d'offre de service, mais aussi avec BUMP, puisqu'on a beaucoup travaillé avec des équipes de BUMP pour répondre à ces enjeux. Donc, j'en ai fini pour ma partie. Peut-être qu'on va passer aux questions. Ouais, merci beaucoup, Quentin. Juste en conclusion, avant de passer aux questions, ce qu'il faut quand même noter, du coup, depuis le début, on parle d'écosystème, on l'a bien vu. Et là, vous en avez, je pense, la preuve réelle, où vous allez partir d'un besoin qui va être, un constructeur va vous accompagner pour le définir, en passant après par une modélisation des infrastructures de recharge et de leurs coûts afin de rendre ce transport viable. Et derrière, un troisième acteur qui va vous permettre la mise à disposition, enfin faciliter en tout cas la mise en place de ces infrastructures. Renault Trucks aujourd'hui est partenaire avec BUMP sur la partie infrastructure de recharge. BUMP accompagne Segro sur la mise en place d'infrastructures sur leur site. Vous avez un parfait exemple de transversalité et de projets qui vont être amenés par ces trois acteurs-là pour rendre encore une fois l'électrification, enfin la tournée en tout cas en succès sur le transport. En termes de questions, alors j'ai des petits yeux, je vais essayer de me rapprocher. Quels sont les délais de livraison? Je pense qu'on va parler déjà de camions, on va quand même faire une petite précision aussi sur les infrastructures de recharge. Alors, concernant les délais de livraison,
c'est très variable en fonction du moment de la commande et du carrossage, on va dire, du véhicule. Aujourd'hui, sur un véhicule T, alors je vois que c'est un aficionado, c'est un tracteur classique, on est entre 4 et 6 mois, je dirais, en fonction du carnet de commande. Sur un véhicule carrossé, c'est beaucoup plus long. On a pas mal de contraintes au niveau des carrossiers. Et ça fait partie aussi de l'accompagnement qu'on fait dans l'esprit de on met tout le monde autour de la table. On a besoin de mettre nos carrossiers autour de la table pour pouvoir accompagner le carrossage des véhicules et dans le fonctionnement. Donc voilà, on est à peu près là-dessus. Quelle est la différence de TCO? Alors la différence de TCO entre diesel et électrique, alors ça, ce sont des calculs qu'il faut faire en fonction des usages. Il n'y a pas de valeur réelle. J'en ai présenté un cas là sur lequel il y avait en gros une équation qui peut être équivalente. Sur des et je dis que ça dépend des usages, clairement. Sur des bennes à ordures ménagères, on est déjà sur des fonctionnements, on va dire le bénéfice de passer à l'électrique est déjà avéré sur des temps d'exploitation donnés. Sur des usages beaucoup plus longs, et c'est au cas par cas, j'ai pas de valeur cible à vous donner là. Ce qui est intéressant, c'est de dire que c'est là où on va passer de la théorie après à la pratique et finalement l'accompagnement va être individualisé. Ouais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, un acteur comme Monotrucks est capable, en identifiant votre plan, enfin votre ensemble de tournées, de vous dire celle qui à première vue serait facilement identifiable avant d'aller dans le détail de TCO. Et ce détail de TCO qui va aussi nous permettre de savoir quel est le coût de l'infrastructure de recharge, en tout cas le coût kilowattheure cible à aller chercher, infrastructure et énergie comprise, sur lequel après un acteur comme BUM va travailler. Alors, on parle souvent des délais camions en termes de livraison, mais il faut savoir qu'aussi une infrastructure de recharge, ça prend un peu de temps pour être mise en place. Ça va principalement dépendre du type d'arrivée de puissance. Ça veut dire que si on se raccorde sur votre tableau général de votre site, généralement, on sait qu'entre la contractualisation et le déploiement, c'est 4 mois maximum. On peut réduire à 3. Sur un nouveau point de livraison, on fait rentrer un acteur tierce dans l'équation, et pas des moindres, Enedis. Alors même si par exemple Bump est grand compte chez Enedis et on va dire des facilités de discussion, de faire avancer des projets au national, ça reste un organisme aussi plus ou moins d'État, et pour le coup, on est dépendant de leur délai. En moyenne, il faut se dire qu'un projet avec un nouveau point de livraison, on est à peu près sur 6 mois, allez, je dirais 8 dans le pire des cas. Et c'est encore une fois pour ça qu'il faut regarder les deux projets en corrélation, donc la partie camion et la partie poids lourd. Parce que si vous arrivez à 2 mois de la livraison de poids lourd et que vous dites c'est maintenant que je vais réfléchir à l'infrastructure de recharge, au-delà de toute logique TCO, il y a aussi une logique opérationnelle et technique qui ne sera pas possible. La dernière chose, c'est si vraiment on met beaucoup de puissance, donc un transformateur, là on est plutôt sur des délais qui peuvent monter à 1 an. Et là, c'est vraiment le temps de commande et d'approvisionnement du transformateur qui est long. Comment sont alimentées les carrosseries, moteur thermique de la carrosserie ou par une PTO classique? Alors, c'est une question pour moi. Les carrosseries, alors en fonction des carrosseries, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a 2 méthodes d'alimentation. On a des alimentations avec des IPTO, donc des alimentations électriques finalement. Et on a 2 types d'alimentation électrique qui sont aujourd'hui disponibles. Une alimentation 600 volts en DC, donc du courant continu, et une alimentation 400 volts en courant alternatif, donc du triphasé finalement, comme on peut le retrouver sur un site industriel. Et on a également une partie PTO mécanique qui est aussi possible pour certains usages hydrauliques, par exemple, et pour fonctionner. Donc finalement, on retrouve la même équation, enfin on peut se retrouver dans le même cas de fonctionnement. Tout le sujet pour nous, c'est d'arriver à configurer le véhicule pour qu'il soit le plus efficace possible, parce que vous savez que plus on fait de conversion d'énergie de l'un à l'autre, etc., plus on perd en efficacité. Et quand on fait nos simulations de fonctionnement, on fait les simulations avec l'usage de la carrosserie. Donc on est capable sur typiquement un usage chantier de dire il y a tant de remontées de bennes, etc., et d'arriver à simuler l'ensemble de la consommation journalière que va avoir le système. Alors, on fait des simulations qui sont théoriques et on a besoin dans la mise en œuvre, je vous ai montré la roue de la décarbo tout à l'heure, on a besoin d'avoir un retour pratique et ça fait partie de toute la façon dont on accompagne et on met en place tout ça, quoi. Donc, voilà. C'est ce qui est important à dire, parce que si vous avez vécu déjà une expérience électrique côté véhicule léger, les autonomies et consommations annoncées par les constructeurs sont parfois un petit peu décorrélées de la réalité ou des cas pratiques. C'est pas du tout le cas dans le monde du poids lourd. Pour le coup, on pourra travailler sur plusieurs sujets. Généralement, on est même plutôt sur des consommations un petit peu surestimées pour éviter justement d'avoir un problème en cas opérationnel. Alors, c'est pas qu'on est pessimiste, c'est nous, quand on s'engage sur la durée de vie et durée d'exploitation du camion. Disons qu'un camion, il va se projeter sur une exploitation à 6 ou 8 ans. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre client qui nous dise je veux faire une tournée de 250 km jusqu'à son dernier jour d'exploitation, on puisse le garantir. Donc oui, en début de vie,
il y en a plus que ce qu'il faut en termes entre guillemets d'énergie. Par contre, on sait que la batterie, à force de ses usages, la capacité va diminuer. Et donc, ce qu'on dimensionne, c'est pour le dernier jour d'exploitation. C'est vraiment comme ça qu'on le met en œuvre. Et souvent, effectivement, il y a une différence entre quand on commence à exploiter ce qu'on avait prévu, les évolutions d'accompagnement où on se dit qu'on en fait plus finalement, parce que finalement, c'est quand même super intéressant. Et puis finalement, la reprojection qu'on va refaire derrière. Donc, il y a vraiment besoin d'accompagner tout ce genre de choses. Super. Il y avait des questions aussi. Alors, je vais remettre parce que Quentin, Oui. ça va être peut-être aussi plus plus destiné à toi, notamment sur les risques incendie. Quelque chose à ajouter. Moi, alors, j'ai pas les chiffres officiels en tête, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de risques incendie sur un camion électrique que sur un camion normal, comme c'est le cas déjà pour un véhicule électrique versus un véhicule thermique. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'éteint pas un incendie de la même façon quand c'est un véhicule à batterie versus un véhicule thermique. C'est des systèmes de mousse au niveau des pompes et autres. Donc, quand on met en service une infrastructure de recharge, dans tous les cas, il y a une validation qui est faite par un bureau de contrôle, les normes de sécurité qui peuvent être mises en place. Et généralement, c'est aussi finalement alerter le service S10 le plus proche pour qu'ils aient aussi, qu'ils soient armés en cas de problématique. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, je te laisserai compléter ce derrière, il n'y a pas plus de risque d'incendie, il y en a même moins demain sur un camion électrique versus un camion thermique. Oui, je suis tout à fait d'accord et vous l'avez tout dit déjà, Thomas. Exactement, en fait, tout ce qui est novateur, tout ce qui est nouveau, les personnes ou plutôt les services ont du mal à appréhender le sujet. Donc, ils s'imaginent aussi des choses et ils demandent d'avoir des moyens de secours beaucoup plus étendus, beaucoup plus drastiques que ce qui existe déjà. Et je dirais c'est un peu normal aussi, parce que c'est à nous aussi de les rassurer, dans le sens où il n'y a pas plus de risque que auparavant et il faut aborder le sujet différemment parce que c'est deux technologies différentes et donc on va éteindre le feu sur deux technologies différentes avec des moyens différents. Voilà. Mais c'est des choses qui sont appréhendées, un par le CIO, deux par les assurances, et trois du coup par les services d'intervention si nécessaire par rapport à ça. Là-dessus, moi, je peux rajouter peut-être quelque chose sur le risque incendie. En fonction des usages et en fonction des sites, l'analyse n'est pas la même. Je parle notamment de certains sites qui sont classés pour l'environnement, donc ICPE, sur lesquels il y a des analyses spécifiques qui sont demandées. Donc, ça fait partie de ce que tu disais dans l'accompagnement avec le SDIS, mais aussi de retour d'infos auprès des préfectures pour pouvoir accompagner. Et donc, tout est possible et tout est imaginable sur des sites de logistique classique, transport de palettes, on va dire, c'est assez simple, entre guillemets, à approcher. Dans certains sites, c'est un peu plus compliqué, mais néanmoins, c'est faisable. Et il n'y a pas d'impossibilité technique, on va dire, à le mettre en œuvre aujourd'hui. C'est pas forcément plus facile, ça c'est sûr, mais en tous les cas, les barrières sont levables en mettant tout le monde autour de la table, comme on le dit depuis le début de ce webinaire, et en essayant de fonctionner. Voilà. Je regarde si Morgane, nous avions une dernière question. Une dernière question. Est-ce que ces gros rencontrent le cas d'usage de PLEDEC? Est-ce qu'en gros, tu as des clients qui commencent à te pousser des demandes de recharge électrique pour le Oui, tout à fait. On a ce cas d'usage et d'ailleurs même depuis notre premier cas d'usage, il date de 2020, dans lequel on a installé des bandes de recharge directement sur le quai à l'extérieur et donc on a pu travailler avec notre assureur, les instances publiques et notre locataire pour savoir comment, parce que là, pour le coup, cette expérience-là, c'est à moins de 10 mètres de la façade, donc entre 0 et 5 mètres, pour ne pas le citer, et comment on peut aborder ce sujet-là, parce que derrière ça, j'ai, par exemple, mon assureur qui me dit, non, en fait, c'est pas bon, on va vous appliquer une prime supplémentaire, et qu'est-ce que vous mettez en place pour justement limiter cette partie vraiment sécurité incendie. Et finalement, on a réussi à le faire. Et le retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne. Ce sont bien sûr des bornes plus puissantes que ce qu'on a en borne électrique pour les VL, tout simplement pour la charge, le temps de charge. Et ce sont aussi des cas d'usage qu'aujourd'hui, après avoir travaillé sur le déploiement multisite de nos bornes VL, qu'on travaille aussi avec Pump pour justement déployer cette offre de service de bornes de recharge PL cette fois-ci, avec de plus en plus de modèles de constructeurs qui arrivent sur le marché et qui proposent ce service-là à nos clients. Question qui était intéressante, je trouve. Aujourd'hui, dans les nouveaux sites, est-ce que vous prédimensionnez un peu électriquement justement pour répondre à ces enjeux de charge qui vont être beaucoup plus puissantes sur du poids lourd? Oui, non. Et si c'est le cas, est-ce que du coup, ça va être plutôt lié au tableau général du site où on va mettre un transformateur annexe qui va servir qu'à la recharge?
Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de faire dans l'ordre. Oui, on prévoit dans nos nouvelles constructions, mais aussi systématiquement dans nos projets de réhabilitation. J'ai un projet en tête qui est dans le centre de Paris, dans lequel on a plein de réhabilitation. Et là, du coup, on a doublé notre puissance électrique, justement en anticipation de la recharge PL, mais aussi de la recharge VL. Ok. Voilà. Et le sujet de l'arrivée EDF, est-ce on préfère quand même l'isoler, avoir vraiment une arrivée électrique dédiée pour les bornes, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour nous en exploitation lorsqu'il y a une problématique à résoudre et que ça n'influence pas sur le reste du fonctionnement du bâtiment. Et c'est un petit peu en corrélation, je pense, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant que la logique du contrat d'électricité qui peut être choisi sur un usage PL n'est pas forcément la même qu'en exploitation sur un site logistique. Et le fait, un tableau général électrique égale un contrat d'électricité. Donc, s'il y en a déjà un sur la partie bâtiment, on ne peut pas en greffer un autre pour la partie arrivée. Sauf si on a une arrivée de puissance dédiée à ça. Tout à Ça fait. va laisser du coup beaucoup plus de flexibilité. Je ne sais pas si Morgane nous envoie encore une question, je vois en train d'écrire. Une petite dernière. Les conducteurs doivent-ils avoir une habilitation électrique? Plutôt pour toi, ça Benoît. Alors, je suis pas spécialiste de ça, mais non, il n'y a pas à ma connaissance d'habilitation spécifique pour conduire un véhicule électrique. Nous, l'ensemble de nos concessions passent progressivement des formations. Ça fait partie des enjeux de l'accompagnement, de la décarbonation, de former toutes nos équipes plutôt pour réparer les véhicules et pour pouvoir consigner, déconsigner. Par contre, pour la chauffe pure, c'est-à-dire amener le véhicule et l'utiliser, c'est comme un véhicule léger classique. Il n'y a pas besoin d'habilitation spécifique. Super. On vous remercie en tout cas pour votre attention, pour les questions qui étaient pertinentes. Et finalement, j'ai envie de vous dire, on a beaucoup parlé un petit peu de théorie, donné des petits conseils pratiques, en tout cas, essayer de vous fournir une vision. Rien de vous après de l'opérationnel et d'aller un peu plus profondément dans vos cas d'usage. Que ce soit Renault Trucks ou que ce soit BUM sur la partie recharge, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense que plus vous serez préparé à anticiper cette électrification qui va arriver petit à petit, mieux vous saurez répondre quand elles seront imposées dans certains appels d'offres pour pouvoir finalement les remporter et continuer d'exploiter vos business. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de journée.